Bonjour Gérald, ravi de vous accueillir dans le podcast aujourd'hui. Merci d'être parmi nous. Bonjour Chloé, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Et puis, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais beaucoup que vous nous partagiez quelque chose que les gens ne savent pas sur vous. Alors, ce que les gens ne savent pas sur moi, c'est un peu paradoxal parce que beaucoup de gens le savent maintenant, c'est que j'ai été extrêmement croyant. Moi qui suis sociologue et travaille sur les croyances collectives, j'ai été très radical entre 15 et 25 ans. Et un éditeur m'a convaincu, il a mis des années à me dire que ça pouvait être intéressant que je le raconte. Et je l'ai fait dans un livre qui s'appelle L'Exorcisme, qui est apparu chez Grasset. Voilà. Ok, merci pour ce partage. Je l'avais pas lu, mais du coup, je vais le lire d'ici la sortie. Merci pour ce partage. Et justement, on va faire une première question. On bascule justement vers l'un de vos sujets de prédilection et en tout cas l'un de ceux pour lesquels initialement j'ai commencé à vous suivre activement, notamment sur les réseaux sociaux. C'est le sujet de l'esprit critique. C'est un sujet dont on nous a beaucoup parlé dans les derniers podcasts et il y a un vrai intérêt qui se crée autour de ce sujet et tant mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous le définir? Pour vous, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer simplement aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Alors c'est d'autant plus fondamental qu'il y a souvent des malentendus concernant l'esprit critique. Par exemple, certains conspirationnistes qui défendent des théories du complot se revendiquent de l'esprit critique parce que, croient-ils, l'esprit critique, c'est interroger avec suspicion toute forme d'information, toute institution, etc., etc. Ça, c'est le droit au doute. Mais comme tout droit, ça s'accompagne de devoirs. Et pour moi, l'esprit critique, c'est la bonne pondération entre ces droits au doute, qu'on a le droit, en effet, de revendiquer, notamment en démocratie, et les devoirs du doute, qui relèvent plutôt de la pensée méthodique. C'est-à-dire qu'on n'interroge pas le réel n'importe comment. Et la première chose qu'on doit interroger, c'est surtout soi-même. On doit se méfier de nos intuitions qui ne sont pas toujours mauvaises, mais qui dans certains cas nous conduisent vers des errements intellectuels. On doit se méfier aussi de notre désir. Là aussi, le désir n'est pas toujours mauvais, mais souvent il peut plier le réel. Il peut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et bien considérer aussi la position que nous occupons sur le marché de l'information, d'un point de vue culturel, et en effet nos processus cognitifs pour traiter cette information. C'est tout ça, l'esprit critique, c'est vous dire que le chemin est long, mais disons que la route est droite. Merci beaucoup. Et donc, on se disait tout à l'heure en off qu'il y avait une vraie appétence sur ce sujet-là aujourd'hui. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est vraiment, pour ceux qui nous écoutent et qui ne se sont pas encore emparés du sujet, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça capte autant l'attention ? Il y a plein de choses qui expliquent l'attention et la claire conscience que nous avons collectivement qu'il y a un danger. Lorsque j'ai fait paraître en 2013 un livre qui s'appelait La démocratie des crédules, donc ça c'est il y a plus de 10 ans, qui avait rencontré un certain écho, tout le monde ne me suivait pas, je dois vous dire. C'est-à-dire qu'on trouvait que j'étais un peu catastrophiste. Mon idée, c'était de dire que nos systèmes sociaux, et les démocraties en particulier, pouvaient être en danger de croyance. Aujourd'hui, les grandes institutions internationales, l'ONU, l'OMS, y compris le Conseil de l'Europe, ont tiré la sonnette d'alarme pour dire que la diffusion de fausses informations, c'est probablement une des plus grandes menaces qui pèsent sur l'humanité, tout simplement parce que c'est la condition sine qua non pour résoudre tous les autres problèmes, c'est-à-dire d'accéder aux faits. Si on ne se met pas d'accord sur l'existence des faits, on ne peut absolument pas convoquer l'intelligence collective. Par exemple, la question du réchauffement climatique, qui nous préoccupe à juste titre, ne peut pas trouver de solution si une grande partie de la population considère que le réchauffement climatique n'existe pas, tandis que l'autre considère qu'il existe. Nous avons bien vu à l'occasion de la Covid-19, par exemple, que certains de nos concitoyens croyaient que le virus n'existait pas ou qu'il avait été créé volontairement pour nous empoisonner, de même que les vaccins. Vous voyez, toutes ces choses-là, elles fracturent notre espace commun. Et si nous n'avons pas un espace commun intellectuel, ce qui ne nous empêche pas de pouvoir nous y disputer, c'est ça aussi la démocratie, nous ne pouvons pas convoquer l'intelligence collective. Et alors, c'est une question que j'avais prévu de vous poser un petit peu plus tard, mais du coup, ça arrive maintenant. Comment est-ce qu'on développe ça? Comment est-ce qu'on se forme? Finalement, on se rend compte aujourd'hui, effectivement, que il y a plusieurs interprétations du réel. Comment est-ce qu'on se forme? Comment est-ce qu'on se développe? Je pense peut-être dès le plus jeune âge aussi. Alors, dès le plus jeune âge, certainement, c'est en tout cas ce que je préconiserais. Encore faudrait-il être entendu au niveau de l'éducation nationale et des décideurs, mais en tout cas, pas seulement pour les jeunes, à tous les âges. Je pense aussi à la formation continue en entreprise, et il y a de grandes préoccupations dans tous les corps sociaux sur cette question. Alors comment? D'abord,
en comprenant la situation informationnelle dans laquelle on est. Qu'est-ce qui s'est passé notamment depuis l'apparition des mondes numériques, qui sont formidables, sont des outils formidables, mais qui en même temps provoquent aussi des externalités négatives, qui donnent parfois la prime, par exemple, au faux, à la conflictualité, aux passions tristes, plutôt qu'à la rationalité et des représentations sereines du monde. Donc déjà, comprendre l'écosystème informationnel dans lequel on est. Et puis ensuite, partir à la rencontre de son propre cerveau. Notre cerveau, c'est un outil absolument formidable. 1 million de milliards de connexions, c'est l'outil le plus complexe de l'univers connu, dans une petite boîte crânienne, mais on n'en use pas tous de la même façon. Donc il est important d'apprivoiser le fonctionnement de son cerveau, notamment dans ses automatismes, dans ses routines, de faire en quelque sorte connaissance avec lui. Et ça, je crois qu'il n'est jamais trop tôt pour le faire. Ok, ça nous ouvre une porte optimiste de se dire qu'il y a quelque chose qui est pas figé en fait, qui est en mouvement. Et avant d'arriver là-dessus, je profite pour être un petit peu transparente, honnête avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Vous êtes à ce jour, au jour de l'enregistrement, donc nous sommes en juillet, dans une phase où vous projetez de publier votre prochain ouvrage qui sortira donc fin août. Donc au moment où nous aurons partagé cet épisode, cet ouvrage sera déjà connu, donc je ne le connais pas encore. Bien sûr, je me ferai un plaisir de le lire avant la publication de notre épisode. Ce troisième ouvrage, il va justement être consacré à notre rapport à la réalité et aux croyances. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu en avant-première sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui se passe de nouveau autour de ce sujet? Ce troisième ouvrage est en quelque sorte le troisième opus d'une trilogie, donc qui commence avec La démocratie des crédules que j'ai évoqué, qui se poursuit avec Apocalypse cognitive, qui pointait l'invasion des passions tristes dans l'espace public en expliquant les mécanismes à la fois informationnels et cognitifs, sociaux, qu'il expliquait. Et le troisième, qui est pas beaucoup plus optimiste, s'appelle À l'assaut du réel. Et donc, en fait, je crois que nous sommes en train de glisser à la situation qu'on avait appelée de post-vérité. C'était le mot de l'année du dictionnaire d'Oxford en 2016, rappelez-vous, qui voulait dire que nos concitoyens, aujourd'hui, se ménageaient des espaces entre eux pour croire ce qu'ils avaient envie de croire. Donc, de la post-vérité à la post-réalité. Ce qui est en train de se produire, c'est précisément le fractionnement de cet espace commun que j'évoquais tout à l'heure et qui est si essentiel. Et cette nouvelle situation, elle est due à la fois à des racines d'historique très anciennes, à des révolutions pédagogiques tout au long du XXe siècle. On n'éduque plus nos enfants de la même façon. Et ils sont devenus le centre de nos vies, par exemple. Et aussi à des profondes perturbations géopolitiques, économiques, qui nous donnent l'impression que nous sommes dépossédés de plus en plus de notre environnement, que nous avons de moins en moins d'action sur le monde, et évidemment l'apparition des mondes numériques et aussi des courants idéologiques qui nous autorisent finalement à ne plus écouter les sanctions du réel. Parce que dans le fond, la réalité, qu'est-ce que c'est? Elle ne se fait connaître que, disons, en opposant à l'expression de nos désirs des rebuffades. Le réel, c'est quand on se cogne. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il existe. Seulement, on peut s'organiser technologiquement, idéologiquement, pour ne plus entendre le non que nous oppose le réel. Et donc, je crois que la situation est tout à fait inédite parce que peut-être jamais dans l'histoire de l'humanité, nous avons connu une telle dérégulation du désir. Et en même temps que nous dérégulons notre désir, nous nous organisons pour ne plus entendre les oppositions du réel à ce désir. C'est donc une situation tout à fait particulière que l'on peut nommer la post-réalité. Ok, alors effectivement, ça amène pas mal de questionnements. C'est un programme, oui. Ouais, c'est tout un programme et c'est pas effectivement très optimiste non plus. Autour de ce sujet-là, quels sont les leviers peut-être que vous identifiez et que vous partagez dans votre ouvrage? Alors, c'est surtout un ouvrage de diagnostic concernant les moyens de réagir, de se défendre contre cette situation. Vous le savez peut-être, le président de la République, Emmanuel Macron, m'a nommé président d'une commission qui s'appelle la commission Bronner, qui porte mon nom, et que chacun peut aller télécharger. D'ailleurs, le rapport est librement téléchargeable, et nous avons, avec 14 experts, proposé 30 recommandations. Donc, je ne vais pas vous les détailler là tout de suite. Je renvoie globalement à ces recommandations, mais nous retombons de nouveau sur certaines d'entre elles, à savoir l'importance
de créer une révolution pédagogique autour de l'esprit critique et de la pensée méthodique, et encore une fois pour toutes les classes d'âge, parce que c'est pas forcément les plus jeunes qui partagent les fausses informations. On sait que les personnes du troisième âge peuvent être très actives en termes de diffusion de fausses informations aussi, et bien entendu chaque salarié est concerné à la fois en tant que citoyen et à la fois en tant que son identité professionnelle, c'est-à-dire que la fausse information, les perturbations identitaires, elles peuvent s'insinuer jusque dans notre exercice entrepreneurial, bien entendu. Donc, de rechef, j'ai envie de dire, prenons au sérieux cette histoire d'esprit critique. J'avais proposé au président de la République d'en faire même une grande cause nationale. Disons que pour l'instant, je n'ai pas été entendu. On n'y est pas, mais on entend qu'il y a un vrai... Oui, il y a presque une vraie urgence, hein, j'ai envie de dire. Pas presque, je pense que c'est même peut-être l'urgence des urgences. Et donc, vous parliez d'avoir identifié 4 mécanismes mis délibérément en œuvre par certains groupes pour brouiller notre rapport au réel. Ça fait partie de ce que vous allez nous dévoiler dans votre prochain ouvrage. Lesquels sont-ils ? Très rapidement, parce que chacune de ces stratégies, elles peuvent s'hybrider d'ailleurs, mais elles renvoient à des communautés assez extraordinaires, assez étonnantes. Et c'est aussi un voyage vers ces communautés que je propose dans le livre. C'est pour ça qu'il est un peu volumineux. Mais la première, c'est d'abord, tout simplement, quand le réel ne vous plaît pas et que vous avez des désirs qui ne peuvent être satisfaits, de contourner le réel. Et de vous mettre à l'abri du réel. Et il y a des communautés de ce genre, peut-être que certaines vous en connaissez, comme les Hikikomori, par exemple, au Japon. Ils sont plus d'1 million de personnes, donc c'est pas une toute petite communauté. Ils sont tout simplement, généralement des garçons, c'est majoritairement des garçons, qui décident un jour de ne plus quitter leur chambre. Ils ne quitteront plus leur chambre, de sorte que le futur sera un présent éternel. C'est une bonne façon de réduire l'incertitude et puis de foutre un peu sa vie en l'air, il faut bien le reconnaître. Tandis que d'autres s'auto-hypnosent pour vivre plutôt dans des mondes imaginaires. Évidemment, la réalité virtuelle, qui n'a pas été un grand succès, mais qui pourrait revenir. On avait dit ça de l'intelligence artificielle. Il y a 10 ans, on disait que c'était dans l'impasse, et puis aujourd'hui, vous voyez ce que ça donne. La réalité virtuelle peut aussi constituer des mondes dans lesquels on pourrait se mettre à l'abri. Et si tout à coup ces mondes deviennent plus désirables que le réel, qu'en sera-t-il du réel ? Il y a d'ores et déjà des gens qui vivent 8 heures par jour dans la réalité virtuelle. Je parle d'un personnage par exemple qui s'appelle le barman et qui est dans un bar sur Reality Chat, Virtual Reality Chat, et qui sert des verres pendant 8 heures et qui écoute les confidences, etc. Et il fait donc de cette vie alternative sa vraie vie. Ça, c'est le contournement du réel. Deuxièmement, il y a la confusion entre le réel et la fiction. Les flux peuvent se croiser et de plus en plus. Il y a. Est-ce que vous pouvez donner un exemple Par exemple, j'étais il y a pas longtemps, j'ai fait un entretien avec le directeur du musée Grévin, qui me racontait que des gens laissaient des mots d'amour dans les poches de certaines mannequins de cire. Et puis vous savez que le président de la République a été enlevé il y a pas longtemps. Donc c'est une sorte de vaudou, c'est-à-dire qu'on prête des caractéristiques ontologiques à des poupées de cire. Ça, c'est un des exemples du croisement du réel. Il y a le célèbre effet Mandela dont je parle. Enfin, il y a beaucoup de choses à la fois très distrayantes et inquiétantes, parce que ça peut aller jusqu'à des meurtres commis au nom de personnalités qui n'existent pas, comme le Slenderman, par exemple. Donc voilà, ça, c'est le croisement des flux. Le troisième, c'est évidemment la corruption du réel, en particulier par la fausse information, par l'intelligence artificielle. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, on y reviendra peut-être. Et le quatrième relève plus de l'idéologie, parce que ça s'appelle ductiliser le réel. Ça veut dire l'amollir pour lui permettre de dire ce qu'on a envie qu'il dise par les concepts, par exemple. Donc, par exemple, on va gommer conceptuellement les différences entre les êtres humains et les autres animaux, voire entre les êtres humains et le non-vivant, les objets. Ce qui permet à des gens de vous dire très sérieusement, et là aussi ce sont des communautés qui sont très loufoques d'une certaine façon, mais assez importantes quantitativement, ce qu'on appelle les terrians, qui vont vous dire qu'ils sont des animaux. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des ours, des loups, des coyotes, et d'autres qui se marient avec des tables. Il y a quelqu'un qui s'est marié avec le mur de Berlin. Quand il a été détruit, elle s'est considérée comme veuve. C'était une dame. Elle s'est mariée ensuite avec la Tour Eiffel. Alors, évidemment, tout ça est très distrayant. Alors, j'ai pas du tout une approche fondée sur la moquerie. Bien sûr, ça peut nous faire sourire, je comprends. Mais la vraie question que je pose, c'est de comprendre, et en particulier, comment est-ce qu'on a pu arriver là ? Comment est-ce que des individus forment des communautés qui autorisent ce type de représentation quand même extrêmement exotique par rapport à la réalité ? Et alors, les 4 mécanismes dont vous parlez se sont amplifiés, mais ont quelque part toujours été là ?
Alors, oui, ils ont absolument toujours été là. Alors, le fait que l'homme veuille plier le réel à son désir, c'est aussi vieux que le plus vieux des textes qu'on a, l'épopée de Gilgamesh, un texte babylonien qui raconte comment Gilgamesh ne veut pas mourir. C'est-à-dire qu'il veut contrarier son destin biologique. Bon, on le comprend, et ça se termine pas très bien, hein, spoiler alerte, ça s'est jamais bien terminé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'homme a voulu plier le réel, il a perdu. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il va en aller différemment aujourd'hui, que nous sommes à la fois idéologiquement et technologiquement suroutillés pour recommencer ce combat incessant. Ouais. C'est passionnant. On a hâte de rentrer un petit peu plus dans ce sujet-là, mais je vais revenir évidemment au sujet des nouvelles technologies et particulièrement de l'IA, puisque je sais que ça interroge beaucoup. Si on faisait un zoom là-dessus, de quelle nature est-ce qu'aujourd'hui vous observez la façon dont l'IA justement va corrompre le réel et quelle est peut-être aujourd'hui la prise de conscience collective sur ce sujet-là, à votre sens? D'abord, il faut avoir en tête, ça peu de gens le savent, que depuis 2016, il y a plus de production artificielle dans les mondes numériques que de production naturelle, c'est-à-dire de production produite par des bots, par exemple, et que déjà à cette époque-là, c'est le rapport Imperva, déjà à cette époque-là, il y avait plus de bots malveillants que bienveillants. Bon, ça pose déjà un problème. Imaginez aujourd'hui, à l'heure des grands modèles de langage, des intelligences artificielles génératives, etc., la proportion doit être un peu plus importante. C'est ce qu'on appelle la zombification d'Internet, c'est-à-dire qu'en plus, ces modèles ont tendance à échantillonner leur entraînement sur les espaces numériques, lesquels sont produits majoritairement par des intelligences artificielles. Vous voyez le problème? C'est ce qu'on appelle les modèles autophagiques, les MAD. C'est les modèles autophagiques disorder, les désordres liés aux modèles autophagiques, dont on voit déjà les premiers effets. Donc on pourrait avoir un appauvrissement et une stéréotypification de la production. Ça, c'est une première chose. Le deuxième point qui inquiète évidemment tout le monde, et dont on parle beaucoup, c'est non seulement l'artificialité, mais la fausseté de l'information produite, notamment par les images, qui vont devenir de plus en plus indistinguables. Et on voit, y compris sur les vidéos, regardez la nouvelle intelligence artificielle vidéo, par exemple, de Google, VO3, je crois, elle s'appelle. Ça devient franchement bluffant. Et si on arrive à un certain point où le faux et le vrai deviennent indistinguables, ce que je crains le plus, c'est pas que les gens croient le faux. Il va se passer quelque chose de plus grave. Il va se passer ce que je propose d'appeler dans le livre à l'assaut du réel, d'ailleurs, parce que je reviens aussi sur ces questions, le scepticisme opportuniste. C'est-à-dire, ce sera un droit qui vous sera donné de douter de tout ce que vous voulez, selon ce qui vous arrange. Et on le voit déjà poindre un peu chez certains politiques qui commencent à dire que non, ils n'ont jamais dit cela, que c'est une image créée par intelligence artificielle. Alors jusqu'à présent, ça n'a pas trop marché. Mais cette tentation, elle va s'amplifier. Et d'ailleurs, il y a un très bel article qui a été publié, je crois, dans la revue PLOS ONE, qui montre que malheureusement, la meilleure stratégie pour un politique, en particulier pour nos décideurs, c'est de mentir comme un arracheur de dents, ne jamais reculer. Et puis, on a de l'autre côté de l'Atlantique un exemple relativement saillant de ce genre de stratégie. C'est ce qu'on appelle le liar dividend, c'est-à-dire le dividende du menteur. Voilà. Il y a donc une prime qui va être en fonction, au fur et à mesure de l'artificialisation des mondes numériques, il va y avoir une prime qui va être donnée au mensonge. C'est pour dire qu'il faut non seulement s'y préparer et que, encore une fois, de rechef, défendre la rationalité, défendre la pensée méthodique, en faire peut-être même un élément de narration politique, de politique publique, y compris pour les entreprises. Ça me paraît un des grands combats d'aujourd'hui, oui. Et finalement, quelque part, avec justement tous ces outils, notamment l'IA qui devient de plus en plus bluffante, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire au-delà de se challenger un petit peu plus dans la découverte de son cerveau, pour revenir sur ce qu'on disait et sur une pensée plus méthodique, mais est-ce que ça va suffire étant donné la façon dont ça évolue? Non, ce qu'il faudrait évidemment, puisqu'il y a au niveau européen le Digital Services Act qui est censé encadrer les excès de la production des mondes numériques, il y a un IA Act qui devrait entraîner une réflexion collective, d'abord au point de vue déontologique, qui me paraîtrait absolument nécessaire de signaler toute image, par exemple, artificielle, le fait qu'elle soit artificielle, y compris des textes. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un article qui me citait
Je n'avais jamais prononcé cette citation. J'ai vu ça. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui a été en partie écrit par ChatGPT parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'aurais pu dire ça. Mais il se trouve que je savais que je ne l'avais pas dit parce que j'avais refusé de répondre à une interview à un autre support éditorial parce que je n'avais pas assez de données. La question me paraissait très intéressante, mais je n'avais pas de données, donc je ne voulais pas raconter n'importe quoi. Et donc, le problème, c'est que les grands possesseurs des entreprises numériques ne paraissent plus aujourd'hui très enclins à faire une forme de modération rationnelle, c'est-à-dire à prendre leurs responsabilités sociales. Et je le dis, on a tous en tête Elon Musk, évidemment, mais même Mark Zuckerberg, car je l'avais rencontré quand il était venu à Paris avec quelques autres universitaires. C'était il y a quelques années, c'était à la suite du scandale Cambridge Analytics, que je pense tout le monde connaît. Et il nous avait vraiment juré la main sur le cœur qu'il avait totalement conscience de cela, etc. Et c'est un menteur, en fait, tout simplement. Ce sont des gens qui n'ont pas d'éthique, ou peu d'éthique. Et clairement, lui, il a tourné kazakh en fonction des élections politiques de ces pays, alors que ces gens pourraient être un peu des héros, d'une certaine façon. Oui, il y aurait une opportunité. Ils sont surtout apparemment des grands opportunistes, oui. Donc, on a peut-être aussi besoin de gens qui ont des capitaux économiques et qui ont envie de s'engager, mais cette fois du bon côté, dans ce combat citoyen. Parce qu'à un moment donné, quand la maison brûlera, on suffoquera tous. Voilà. Oui, ça concerne tout le monde. Et alors, je perçois que d'un côté, finalement, il y a malgré tout des personnes qui sont de plus en plus soumises à des contenus courts, à une envie de peut-être, alors une envie, je sais pas, consciente ou non, de limiter l'effort, l'attention, etc. En même temps, justement, énormément de sources d'informations avec peut-être plus que jamais le besoin de faire un tri et de regarder ça avec beaucoup de précautions. Aujourd'hui, je recentre ça sur ce qui se passe dans l'organisation, parce que les gens qui nous écoutent, c'est plutôt des DRH d'entreprise. Quels sont les rituels, les bonnes pratiques, ou au contraire, justement, les mauvaises qui existent, qui permettent de travailler sur cette logique de capital attentionnel dont on se parlait, qui peuvent justement permettre à des dirigeants de réfléchir au bon niveau? D'abord, c'est vrai que nous sommes tous écrasés d'informations. Il n'y a jamais eu autant d'informations produites, tout simplement, dans l'espace public de toute l'histoire de l'humanité. Même déjà au début des années 2000, avec l'apparition d'Internet, de la démocratisation plutôt d'Internet, on avait produit plus d'informations que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et dans les 2 dernières années, on a produit 90% de l'information disponible. Certains experts le soulignent. Donc, effectivement, comment faire le tri ? Bon, d'abord, je pense que une bonne mesure d'hygiène mentale, c'est de puiser ces informations à des sources différentes. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire la moyenne des points de vue. Tout conflit ne se résout pas par la voie du milieu. Parfois, certains ont raison, certains ont tort. Mais regardez d'abord les faits. Est-ce que tout le monde est d'accord sur les faits ? Après, l'interprétation des faits, c'est autre chose. Et si les faits divergent selon les sources, alors il faut aller plus loin. Ce n'est pas satisfaisant. C'est une première chose. Et puis, à l'intérieur des organisations, vous voyez un bon usage, par exemple, de l'intelligence artificielle. Chacun sait que l'intelligence collective a besoin, et c'est ce dont souvent souffre la décision politique d'ailleurs, d'un avocat du diable, c'est-à-dire de quelqu'un qui contredise de façon bienveillante et rationnelle les décisions qu'on peut prendre. Parce qu'on sait qu'un groupe peut être conformiste, il peut y avoir dans une entreprise aussi des coûts à la divergence et à se manifester d'un point de vue critique, ça peut empêcher votre ascension, etc. Bon, quoi qu'on en dise. Mais par contre, voilà un rôle que pourrait tout à fait endosser l'intelligence artificielle. Parce qu'elle n'a rien à perdre. Si vous lui demandez d'être un avocat du diable, voilà ce que nous voulons décider. Et il y a une technique qui s'appelle la mort subie et qui fonctionne très bien quand, par exemple, une entreprise s'engage dans des investissements pour les 5 prochaines années et tout le monde est d'accord. Et vous faites ce test avec... alors, vous voyez, vous essayez d'élargir un peu l'imagination, tout le monde est d'accord, mais supposons que dans 5 ans, en fait, c'était une décision catastrophique. Essayez d'imaginer. Je sais bien que vous êtes tous persuadés que c'est pas une décision catastrophique, mais essayez d'imaginer, puis chacun écrit sa petite dissertation. Et ensuite, le niveau de confiance individuelle et collective dans la décision a largement baissé. En fait, on a ouvert l'éventail du possible, c'est qu'avant, on n'avait pas conscience d'un certain nombre de choses. Nous sommes, dans certaines circonstances, frappés de ce qu'on appelle le biais d'optimisme. 70% des gens croient qu'ils conduisent mieux que les autres. Oui. Je crois qu'il y a 90% des professeurs d'université comme moi qui pensent qu'ils sont meilleurs que leurs collègues.
Et 70% des gens pensent qu'ils sont plus humbles que les autres. Ouais, donc, déjà, c'est celle que je préfère, moi. Je ne sais plus qui disait pour l'humilité, je ne crains personne. Et donc, je pense que l'IA, par exemple, peut effectivement, parce que elle ne craindra pas les hiérarchies et vous pouvez, elle est fine-tunée pour rendre un maximum de services. Donc, si vous lui expliquez que que c'est utile pour vous dans le prompt, il se peut parfaitement qu'elle soit un très bon challenger d'idées, qui se défasse des questions hiérarchiques. Et on sait aussi qu'elle fonctionne bien, par exemple, pour le recrutement. Ouais. Elle fonctionne bien pour le recrutement parce que quoi que nous en disions, même lorsque nous sommes des gens progressistes, nous sommes quand même lestés par des stéréotypes de genre, des stéréotypes ethniques, etc. Et que même si nous nous en rendons pas toujours compte, la question de l'inclusion est pas toujours facile à mettre en œuvre. L'IA, elle, si vous la promptez bien, elle va être capable dans certaines circonstances, il faut bien la prompter parce qu'elle peut être porteuse de stéréotypes aussi, l'IA. Oui. Et si vous la promptez pour qu'elle se défasse de ces stéréotypes, c'est normal parce que l'échantillon sur lequel elle est entraînée, elle peut être porteur de stéréotypes. Vous savez que c'est pour ça qu'il faut bien lui parler à l'IA. Il faut lui parler poliment. On y revient. Est-ce vrai? Ah oui, c'est vrai. Il faut lui. Ah non, il y a des papiers scientifiques sur ce point. C'est un de mes collègues qui est en spécialiste qui a attiré mon attention là-dessus. Mais c'est tout à fait logique parce que si vous lui parlez bien avec un vocabulaire châtié, elle ira échantillonner dans une partie qualitative d'Internet. Si vous lui parlez, de façon très très relâchée, ça sera pas le cas. Et c'est un problème d'ailleurs parce que ça va générer des inégalités entre les usagers. C'est-à-dire si vous n'avez pas un niveau de langage suffisant, l'efficacité de l'IA, elle va être plus basse. Est-ce qu'il y a un lien avec, parce que finalement il y a quand même eu un débat sur faut-il aussi lui parler poliment et lui demander s'il te plaît par exemple. Ça c'est autre chose. C'est une autre question qui est très intéressante, c'est l'anthropomorphisation de l'IA. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance, c'est un des grands dangers qui est déjà présent, à mésinterpréter, c'est-à-dire les malentendus qu'il va y avoir entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle vont être considérables à tel point qu'il y a dès aujourd'hui des millions de personnes à l'heure où nous parlons qui sont engagées dans des romances avec les intelligences artificielles. Il y a même des applications qui vous proposent cela et le développement de ces applications est corrélé négativement avec le nombre de mariages dans l'espace social. C'est-à-dire que comme il devient de plus en plus difficile de rencontrer l'homme sœur apparemment, et peut-être à cause de ce qu'on appelle le gender gap ideology, c'est-à-dire que les jeunes de 18 à 24 ans n'ont plus du tout les mêmes valeurs statistiquement entre garçons et filles. Il y a un divorce et dans tous les pays, que ce soit en France, en Allemagne, le pire c'est en Corée. Okay. Là, il y a une sorte de guerre des genres et c'est là où le taux de natalité est aussi le plus bas. Je crois qu'ils sont passés en dessous de 0,7. Ouais. Et donc il devient plus simple d'entretenir une relation avec une IA. Absolument. Et en tout cas, ça devient des relations ficto-romantiques qui sont très documentées. Il y a déjà des papiers scientifiques sur ce sujet. Et là, on le sait parce que, par exemple, quand l'IA, on update le logiciel, parfois toute la mémoire de la relation disparaît. Et donc, il y a des gens qui quittent, en fait, cette application. Et quand on a fait des analyses linguistiques computationnelles sur les mots utilisés, c'était le blues du post de la post-update. Donc, il y a bien sûr, il y a ça. Mais vous savez, il y a des gens qui se marient avec des personnages de fiction. Je vous ai parlé de table, etc. Mais il y a des gens qui se marient aujourd'hui avec des personnages de fiction au Japon. Alors évidemment, tout ça n'a pas encore totalement officiel, mais il y a des mouvements culturels autour de ça. On ouvre clairement le champ des possibles aujourd'hui dans cet épisode. Le monde est vaste. C'est intéressant tout ce qui peut s'ouvrir autour de ça. Finalement, quelque part, je reviens sur la question des biais, puisque et notamment des biais dans le recrutement, parce que je sais que ça fait couler beaucoup d'encre dans notre métier. J'ai envie d'amener le sujet sur finalement, ça fait quand même pas mal d'années que les organisations se posent la question de comment se débarrasser des biais dans le recrutement pour pouvoir aller vers plus de diversité. Je sais que vous parlez de diversité visible, de diversité cognitive et justement du lien avec l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est-à-dire que les recruteurs, je suppose, quoique j'ai été moi-même recruteur, à l'université on se recrute entre nous, donc j'ai déjà été dans des commissions de sélection, on se recrute entre pairs. Et tout recruteur a un modèle mental en fait. Il a une attente, ça dépend du poste bien entendu, ça dépend de sa personnalité, et il va essayer de détecter à la fois dans l'entretien, mais ça peut être aussi le langage corporel, je le sens pas bien. Et donc, il va être porteur d'un certain nombre de biais.
Par exemple, du terrible biais qu'on appelle le biais de négligence des taux de base, c'est-à-dire l'apparition des faux positifs. Supposons que vous cherchiez la perle rare, donc il y a une rareté statistique. On a travaillé beaucoup avec ça sur les médecins. C'est intéressant, on dit à des médecins, donc des médecins professionnels, une maladie est présente dans la population à hauteur de 1 personne sur 1000. C'est rare, mais c'est un fait qui pourrait être tout à fait banal en termes de santé publique. On a un test de détection. Donc ça, c'est le texte du recruteur. La confiance qu'il a en lui, dans son jugement. Et le test de détection, il est performant à 95%. D'accord ? Donc vous faites le test, un test sanguin, là on est dans la maladie, vous faites le test et la personne est positive. La question est, quelle est la probabilité de chance qu'elle soit vraiment positive ? Et la majorité des médecins répondent 95%. Ce qui est à la fois inquiétant et consternant, parce que la vraie réponse, c'est 2%. 2%, parce que dans une population de 1000 personnes, il y a donc un vrai positif, je vous l'ai dit, mais ça veut dire qu'il y a 50 faux positifs. Si vous faites passer le test à 1000 personnes, il y aura un vrai positif pour 50 faux positifs. Donc en fait, il n'y a que 2% de chance si vous êtes positif au test. Et quand vous êtes dans une forme de recrutement et que vous cherchez une personne rare, je suis pas sûr d'abord que votre test soit efficace à 95%, mais quand bien même le serait-il, en réalité, vous risquez d'être confronté au terrible problème de négligence des taux de base. Autant utiliser l'IA. L'IA peut être un outil, en effet, pour lever un certain nombre de biais. C'est pas pour rien que l'IA, dans plein de domaines, notamment dans le domaine diagnostique, peut avoir des performances supérieures à des médecins très chevronnés. Je pense simplement, en effet, il faut pas ni la diaboliser, ni l'anthropomorphiser. C'est une prothèse. Vous voyez, alors je sais pas, oui, parce que c'est un peu filmé. Moi, j'ai des prothèses. Je suis myope et astigmate. Il n'y a pas de problème. Et j'ai des biais cognitifs. Je peux travailler mon esprit critique pour essayer d'en réduire l'empire, mais je peux aussi m'adosser à une prothèse qui pourrait être l'IA. Le vrai danger, c'est de substituer toute forme de réflexion inférentielle, d'effort intellectuel pour l'externaliser et le confier à l'IA. Voilà. Ce que l'IA peut nous apporter, c'est d'externaliser des tâches harassantes et pour lesquelles nous sommes sous-dimensionnés. En effet, faire peut-être un compte-rendu de réunion, c'est peut-être pas mal que l'IA fasse ça, etc. Moi, j'ai aucune objection. Mais le danger, c'est en effet, c'est de devenir simplement la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse et s'abandonner, notamment en termes rédactionnels, systématiquement à une IA. Ouais. Oui, et puis la question qui s'est posée quand même à multiples reprises dans ce podcast, c'est que certains métiers, on va dire les premiers étages de développement de l'expertise dans l'entreprise, comprenant un certain nombre de tâches qui peuvent être facilement confiées à l'IA. Voilà, les entreprises s'interrogent sur comment est-ce qu'on va réussir à développer l'esprit critique aussi des nouvelles recrues qui ne seront pas passées par peut-être une phase d'apprentissage qui leur permet d'être au plus près des données. Je pense par exemple à une personne qui est venue ici qui disait les jeunes avocats de tout temps, ils apprenaient le métier en commençant à faire un certain nombre de tâches très chronophages mais qui leur permettaient vraiment de rentrer dedans, et puis plus tard ils évoluaient vers des rôles de partenaires, etc. Toutes ces tâches aujourd'hui sont très probablement dédiées à des IA. Donc la question que se posent aujourd'hui certaines entreprises, c'est quel est leur rôle et comment est-ce qu'elles vont réussir à développer des jeunes collaborateurs qui rentrent dans l'entreprise avec justement cette coexistence de l'IA. Là, c'est plus en fait à l'université. Et il faut que nous, les universitaires, ne cédions pas à cela. C'est-à-dire qu'en effet, la formation d'un cerveau, la connaissance, ça implique un apprentissage qui est souvent en partie une souffrance. C'est pas vouloir faire souffrir les gens pour vouloir les faire souffrir, mais il est évident qu'il ne faudra pas renoncer à l'apprentissage travail. Vous savez que travail vient d'un terme latin qui désigne un outil de torture en fait initialement, et ensuite, alors je sais pas, faudrait demander plutôt à un économiste, mais j'ai le sentiment que on fera pas rentrer le dentifrice une fois qu'il est sorti du tube, et toute tâche qui pourrait être algorithmisée le sera. Et d'ailleurs, on va découvrir que certains métiers qu'on déprécie à mon avis à tort, comme l'artisanat, etc., sont beaucoup moins facilement remplaçables, et peut-être que ça va profondément changer, y compris notre approche de la formation. Mais on pourrait se dire aussi que en externalisant toutes les tâches algorithmiques, peut-être qu'on pourrait s'abandonner à ce que l'humanité fait de mieux, et encore mieux pour l'instant que l'IA, c'est la créativité. Oui.
Mais vous êtes assez bien placé, parce qu'on parlait de la responsabilité du coup qui repose plutôt côté universitaire, éducation, etc. Vous êtes assez bien placé pour regarder la façon dont ça évolue. Est-ce que selon vous, la façon dont on forme et enseigne justement aujourd'hui prend en compte justement tous ces constats qu'on vient de partager ensemble? J'ai pas un bilan général, mais je sais qu'en tant qu'enseignant d'université, par exemple, pour moi, c'est fini les devoirs à la maison. Ok. C'est terminé. Donc, je n'en donnerai plus parce que ChatGPT le fera mieux qu'eux. Et que j'ai déjà constaté, des élèves qui faisaient beaucoup de fautes d'orthographe, tout à coup me rendent des copies quasiment sans aucune faute d'orthographe, sont pas très malins d'ailleurs. Et voilà le genre de choses qu'on peut faire. Ouais. Et de l'autre côté, je m'interroge sur la responsabilité des entreprises aussi par rapport à ce sujet-là, puisque de toute façon, on est tous, je pense, concernés à un moment ou à un autre. Comment est-ce que demain, finalement, l'organisation devrait se saisir du sujet? Il y a effectivement tout ce qui se passe en amont en termes de la formation. Concrètement, moi aujourd'hui, j'entends encore dans des entreprises dire on a interdit à nos salariés l'usage de l'IA, ce qui semble un peu absurde au vu du fait que tout le monde l'utilise, quoi qu'il en soit. Et voilà, quelle est votre vision à vous là-dessus? Là, je comprends pas les professionnels dans l'entreprise qui interdisent l'usage de l'IA. C'est quoi l'idée? Alors là, c'est peut-être une aversion idéologique. Nous, dans le domaine de l'apprentissage, la formation des esprits, c'est évident. C'est parce que si on substitue le travail d'un organe qui doit apprendre, qui doit créer tout simplement des réseaux neuronaux par la répétition, par la mémorisation, on arrivera à des cerveaux qui seront mal formés, tout simplement. Et moi, je crois pas que l'IA, on entend beaucoup de choses catastrophiques là-dessus. L'IA nous rendrait bêtes, etc. Non, mais déjà nos cerveaux ne mutent pas comme ça. Donc il faudrait se replonger dans la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution qui est très très mal comprise. Non, c'est pas ça qui arrivera. Par contre, il y a dans notre cerveau un univers de monde possible. Et selon l'environnement social, technologique dans lequel on va être, ce sont tel ou tel univers qui va être actualisé. C'est à nous de décider de faire en sorte que notre environnement puisse continuer à nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais par contre, dans l'entreprise, pourquoi ne pas utiliser un outil qui est plus efficace? Ça, j'ai du mal à... Mais ils ont peut-être des arguments que je connais pas, hein. J'en sais rien, il faudrait voir. Oui, de nombreux, mais effectivement, qui sont plus effectivement autour de la peur de l'utilisation, est-ce que les gens vont être capables de faire la différence entre un résultat, entre guillemets, correct voilà. Par contre, il faut quand on use de l'intelligence artificielle, il faut tout vérifier, notamment en termes de données, de références. Ça, c'est évident. C'est évident, parce qu'on sait qu'elle peut halluciner. Elle hallucine quand même de moins en moins, j'ai l'impression, mais malgré tout, bien sûr, on peut la tromper. Puis il faut pas oublier qu'il y a des agences, et notamment étrangères, qui essayent de truquer l'urne dans laquelle il va s'entraîner. Donc plus il y aura de fausses informations dans l'urne d'entraînement, plus vous aurez des chances d'avoir vous-même des fausses informations dans le résultat de l'intelligence artificielle. Donc on en revient à la question de l'esprit critique et de la vigilance intellectuelle qu'il faut avoir, bien sûr. Ouais. Et peut-être une dernière question. On mesure bien, et effectivement, on renforce l'idée que aujourd'hui, on aurait besoin de développer cet esprit critique dans la durée, en se disant qu'effectivement, c'est pas figé, ça se travaille. Et voilà, il va falloir continuer à encourager des personnes à bouger là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui se disent, comment est-ce que demain on est capable de repérer chez, par exemple, j'en sais rien, des candidats, des collaborateurs, potentiellement les futurs dirigeants de l'organisation, des gens qui ont vraiment un bon niveau d'esprit critique. Est-ce que vous auriez des indicateurs qui permettraient d'évaluer ça? Oui, il y a des indicateurs qui permettent de l'évaluer. D'abord, il y a un test qu'on utilise qui s'appelle le Cognitive Reflection Test. C'est ça qui nous permet de savoir que d'ailleurs, c'est les défaillances de l'esprit critique qui permettent de prédire le mieux la diffusion de fausses informations. Donc, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Il y a d'autres paramètres, les paramètres idéologiques, politiques, économiques, etc. Mais ce qui apparemment prédit le mieux, c'est ce paramètre-là. Et puis, on a aussi des tests métacognitifs, c'est-à-dire d'une façon générale, quelqu'un qui a beaucoup trop confiance dans son jugement, c'est pas un très bon indice. C'est bien d'être audacieux, d'avoir un peu confiance en soi, mais on peut faire passer des tests de métacognition sur de détection du nombre de tâches, par exemple, et alors après, on demande combien il y a de tâches, personne ne sait parce que la tâche est insoluble dans le temps imparti, et ensuite on demande aux gens s'ils pensent
qu'ils se sont trompés et à quel pourcentage de chances ils se sont trompés et quel genre de pari ils seraient prêts à engager, etc. Wow. Et ceux qui souffrent le plus de métacognition ont très confiance en eux et sont souvent des esprits très radicaux. Par exemple, ça corrèle avec la radicalité politique ou religieuse, vous voyez. Donc, oui, bien sûr, il y a des choses qu'on peut détecter. Des choses qu'on peut utiliser. Ok. Passionnant. Je sais que je pourrais encore passer facilement 1 heure de plus, mais je sais aussi qu'on a un timing contraint. Je vous laisserai la parole pour la dernière question. Est-ce qu'il y a voilà, un élément que vous aimeriez ajouter, une question que vous auriez voulu que je vous pose, voilà, un mot de la fin quelque part. Un mot de la fin, plus d'espoir parce que on n'a pas forcément dit des choses très 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 optimistes. Alors que moi, je suis un type optimiste en fait par nature. C'est un biais, hein. J'ai un vrai biais d'optimisme. Je crois sincèrement que tant qu'il y a de l'humain, il y a de l'espoir. Et on sous-estime très largement les performances possibles de notre corps et d'une partie de notre corps, c'est cet organe qui est le cerveau et le système nerveux, et surtout les interconnexions que nous pouvons avoir entre ces formidables organes. Mais encore une fois, l'intelligence collective peut faire des miracles, je pense, mais encore faut-il que le contexte sociopolitique le permette, et c'est à nous de nous battre pour ça. Voilà. Merci de terminer sur ce message positif. Et puis que dire à part que évidemment j'ai hâte de lire votre ouvrage pour aller creuser un peu plus ce sujet, et j'invite évidemment toutes les personnes qui nous écoutent à aller le découvrir en détail. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage.